Dans nos sociétés contemporaines, l'État occupe une place centrale dans les débats politiques. Vous l'avez remarqué, ce n'est pas propre d'ailleurs à la Belgique. Si vous écoutez les informations sur les chaînes de télévision françaises, vous aurez remarqué que les débats portent toujours sur plus ou moins d'État, plus ou moins de fonctionnaires. Il y a souvent d'ailleurs une confusion entre l'État et les services publics, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On peut imaginer une société où il y a des services publics et où l'État, en tant que force, en tant que pouvoir, en tant qu'autorité, ne soit pas présent, ou en tout cas soit nettement moins présent qu'à l'heure actuelle. Vous aurez remarqué aussi que dans nos sociétés, ce sont les fonctions régaliennes, c'est-à-dire les fonctions essentielles et originelles de l'État, que l'on veut à tout prix renforcer. C'est quoi les fonctions originelles de l'État? J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler la semaine passée dans mon introduction à la licence. Il y a d'une part la défense, pas pour la France pour l'instant, les États-Unis. Il y a l'ordre public, la sécurité. On parle beaucoup de sécurité, il faut renforcer la sécurité. Il faut protéger notre territoire de l'immigration. On ne parle que de ça pour l'instant, avec l'arrivée massive de réfugiés syriens, mais pas seulement syriens. Et il faut renforcer la justice pour punir ceux qui enfreignent les lois. Donc ce sont les 4 grands secteurs que l'on met en évidence. Donc ce sont des fonctions régaliennes, ce sont les fonctions originelles de l'État. En revanche, il faut se débarrasser, voire privatiser, tout ce qui ne relève pas justement de ces fonctions régaliennes dans les services publics, la poste, le téléphone, les aéroports. J'ai eu l'occasion de vous en parler la semaine passée. Bientôt ce sera la santé, peut-être un jour, n'espérons pas, mais l'éducation. Tout ça devrait être privatisé. Autrement dit, tout ce qui avait été le propre de l'État-providence après 1945, tout ça, il faut s'en débarrasser. Voilà. C'est ce que vous entendez régulièrement dans les débats publics. Alors aujourd'hui, il m'a semblé, dans le cadre de cette réflexion, de voir quelle place l'histoire pouvait occuper à côté de la philosophie politique, qui, elle, résonne de manière très abstraite, à côté également de la politologie, des sciences politiques, qui résonne sur le présent. Eh bien, il m'a semblé intéressant de voir quel apport l'histoire pouvait ajouter, ou plutôt compléter, et je dirais même faire précéder les réflexions des 2 disciplines que j'ai évoquées à l'instant, pour comprendre quelle place l'État occupe dans la société, et puis pour voir également quelles sont les origines de l'État. Donc je poursuis un petit peu ma réflexion de la semaine passée. En étudiant aujourd'hui la fonction publique dans le royaume franc du 5e au 9e siècle, eh bien, je vais tenter de répondre à cette question. Quelle forme l'État a-t-il pris pendant le haut Moyen-Âge, donc pendant la période que je viens de citer, de mentionner, et quelle place occupait la fonction publique? Ce qui suppose déjà qu'il y avait des fonctionnaires, ce qui n'est peut-être pas évident pour tout le monde ici.
question des fonctionnaires, c'est une vraie question. D'autant plus que, comme futur enseignant, ça va vous concerner puisque vous serez vous-même fonctionnaire. Je ne sais pas dans quelles conditions tout cela va se passer, comment la fonction publique va évoluer dans les 40 ans qui viennent, c'est-à-dire en gros la durée de votre carrière, mais voilà, ça mérite en tout cas de poser des questions de base, des questions fondamentales. Petit résumé sur le plan chronologique, quand je parle de royaume franc, je parle en fait de ce royaume qui va se constituer à partir de la fin du 5e siècle de notre ère, c'est-à-dire à partir du moment où l'Empire romain disparaît officiellement. Il faut savoir que l'Empire romain, la chute n'a pas été brutale en 476, bien entendu, ça s'est fait, il y a eu un délitement progressif, 476 n'étant qu'une date repère et rien de plus, jusqu'au 9e siècle, la fin du 9e siècle, c'est-à-dire en gros jusqu'à la fin de la dynastie carolingienne. Donc ça couvre la période mérovingienne, et ici je ne m'attache qu'à la Gaule, c'est-à-dire la partie qui correspond en gros, je dis bien en gros, à la France, en gros. Il ne faut pas faire d'anachronisme, donc ça concerne également la Belgique actuelle, ça a concerné à un moment donné également la partie occidentale de l'Allemagne, même le nord de l'Italie aussi. Donc voilà, donc ici c'est la Gaule au sens large, autrement dit, ce qui a d'abord été le royaume mérovingien, entre 481, date de l'avènement de Clovis, jusqu'en 750, lorsque le dernier roi mérovingien est détrôné, et puis alors de 750-51, lorsque Pépin dit le Bref monte sur le trône en tant que roi des Francs. Il est lui-même l'héritier d'une dynastie de maires du palais qui détenait la réalité du pouvoir déjà depuis plusieurs décennies, voire un siècle. Et cette dynastie, qui va porter le nom de Carolingiens, va subsister jusque, je dirais, ça dépend si vous êtes en Germanie ou en France, puisque l'Empire va se scinder à un moment donné, après le traité de Verdun de 1143, il va scinder en trois, et puis il va de nouveau être regroupé en deux. Il y aura deux parties finalement, la Germanie et la Francie occidentale, qui correspond en gros à la France. Et donc, suivant que vous êtes en Germanie ou suivant que vous êtes dans la Francie occidentale, eh bien, ces deux dynasties de Carolingiens vont disparaître à des moments différents. Pour la France, ce sera plutôt, quoique il va y avoir en fait, non, plus tard, je veux dire, puisqu'il va y avoir en fait une période mixte où il y a ce qu'on appelle les Robertiens, qui sont les ancêtres des Capétiens, qui vont alterner avec les Carolingiens. Donc on peut dire que les Carolingiens en France disparaissent complètement en 987, au moment de l'avènement du Capet, le premier des Capétiens au sens strict, avec plusieurs de ses ancêtres qui ont quand même été rois avant lui, alors qu'en Allemagne, ça se termine tout à fait au début du Xe siècle. Donc l'Allemagne perd sa dynastie carolingienne plus tôt que la France. Voilà, au début du, j'ai dit du 9e, non du 10e siècle, c'est bien ça que j'ai dit, du 10e siècle. Voilà. Ça c'est le cadre, je dirais, géographique, vous avez bien entendu, et le cadre chronologique. Maintenant, je ne suis pas rentré
rentrer dans le détail, puisque mon objet aujourd'hui est limité à l'étude de l'État et de la fonction publique. Je vais vous montrer d'abord quelques ouvrages généraux et plus particuliers pour que vous voyez un petit peu sur quoi il y a moyen de se baser lorsque l'on prépare un cours ou surtout lorsque l'on veut étoffer sa culture générale pendant les vacances ou plus tard dans le courant de votre carrière. Parce qu'il est évident que pour préparer un cours sur ce sujet-là, vous n'allez pas lire tout ça, ça va de soi, mais pendant votre carrière, ça vaut la peine quand même d'étoffer progressivement vos connaissances. Alors, je vous montre d'abord, et dans l'ordre chronologique, un ouvrage que je vous ai fait lire, sauf erreur de ma part, l'an dernier, pour vos examens, cet ouvrage-ci. C'est pas vous qui l'avez lu? Oui, hein, voilà. Donc voilà, ça me rassure un petit peu. Le déclin de Rome et la corruption du pouvoir de Ramsay MacMullen dans la collection Tempus. Alors cet ouvrage, pour ceux qui l'ont lu l'an dernier, eh bien, essaye d'expliquer que l'Empire romain n'a pas disparu suite aux invasions barbares, mais qu'en fait, le ver était dans le fruit déjà dans les derniers siècles de l'Empire, et que c'est donc la corruption des fonctionnaires qui aurait entraîné Rome dans sa chute. C'est un ouvrage auquel je fais référence indirectement dans mon propos aujourd'hui. Alors, sur la fin de l'Antiquité et le passage vers le Moyen-Âge, vous avez l'ouvrage qui s'intitule « De l'Antiquité au monde médiéval » dans la collection Peuple et civilisation aux presses universitaires de France. C'est une collection classique. Alors, ensuite, de Perry Anderson, les passages de l'Antiquité au féodalisme chez François Maspero. Une collection qui a disparu, maintenant ça s'appelle La Découverte. De Michel Bagnard, Le haut Moyen-Âge occidental en Peucelle. Ça a l'avantage d'être court, 128 pages et pas cher. De Louis Alphen, dans la même collection que je vous ai citée avant, Peuple et civilisation, c'est d'ailleurs le volume qui précédait celui que je vous ai montré, qui a été remplacé, mais qui est toujours utile, Les barbares des grandes invasions aux conquêtes turques du XIe siècle, de Louis Alphen. C'est un ouvrage plus ancien, mais qui, sur le plan chronologique, événementiel, garde sa valeur. Alors, dans la collection U chez Armand Collin, de Gabriel Fournier, l'Occident, fin du 5e, fin du 9e siècle. Alors, ça c'est donc pour l'Occident médiéval, essentiellement pour le Haut Moyen-Âge. Alors maintenant, pour la France, plus particulièrement, de Jean-François Lemarinier, La France médiévale, institutions et société. Il part donc du Haut Moyen-Âge, donc des Mérovingiens, même de l'Antiquité, la fin de l'Antiquité. De Carl Ferdinand Werner, Les origines dans l'histoire de France sous la direction de Favier, chez Fayard. Pour l'Allemagne, Allemagne et Empire au Moyen-Âge de Michel Paris, chez Hachette, dans la collection Carré d'Histoire. Alors, pour les Mérovingiens, un ouvrage récent et très bien fait de Régine Lejean, Les Mérovingiens, que sais-je, de Michel Rouche, une biographie de Clovis, mais qui est bien plus qu'une biographie, qui s'intéresse bien entendu aussi aux problèmes de l'État, chez Fayard. Alors, de Louis Alphen, auteur déjà cité, pour la période qui suit, Charlemagne et l'Empire carolingien, dans la collection L'évolution de l'humanité chez Albin Michel. Alors, de Pierre Richer chez Hachette, La vie quotidienne dans l'Empire carolingien. Alors, un numéro de la revue L'Histoire qui date de décembre 2014, donc c'est pas vieux, ça date de la fin de l'an dernier,
est consacré à Charlemagne, les habits neufs de l'empereur, mais ce n'est pas la partie, je dirais, biographique qui nous intéresse ici, c'est la partie, l'article qui s'intitule « Comment gouverner un empire si grand ». Alors, la biographie qui est de nouveau bien plus qu'une biographie de Jean Favier sur Charlemagne, il y a tout un chapitre sur l'État. Alors, la société féodale, c'est un classique qui date de 1939 et 41, je vais vérifier, qui a été réédité, oui, 1939 pour la première édition. La société féodale de Marc Bloch, qui concerne la période qui suit immédiatement, mais qui permet donc de réfléchir un petit peu sur ce qu'est devenu la fonction publique par la suite. Alors, une discipline de l'histoire que vous connaissez peut-être pas encore, qui s'appelle la diplomatique, étudie en fait à l'origine les diplômes, c'est-à-dire les actes officiels du pouvoir, et d'où son nom. Et en fait, la diplomatique étudie la forme des actes du pouvoir central à l'origine. Heureusement, la diplomatique s'est élargie maintenant aux principautés territoriales, voire aux actes locaux. Mais à partir de la forme des documents, des actes publics, des actes officiels, on peut voir quelles ont été les pratiques de l'administration et les pratiques de la fonction publique, justement. Je vous montre un vieux classique, celui de Georges Tessier, dans la collection Que sais-je. Alors, diplomatique médiévale de Guyot, Janin, Pic et Toc. C'est pas des auteurs de bande dessinée, hein, Pic et Toc, même si les noms paraissent un peu comiques. Alors, c'est chez Brepols. Vous avez là-dedans des analyses de documents donc de l'époque médiévale. Alors, ça part du 8e siècle. Hein, donc, pour l'époque mérovingienne, vous n'avez pas d'exemple analysé. Alors, diplomatique royale française de Tessier, chez Picard, ça date de 1962. Alors là, c'est un ouvrage qui part justement des mérovingiens. Et donc, la forme des actes permet de connaître les pratiques de la chancellerie et donc de voir s'il y a une continuité par rapport à l'Empire romain ou pas. Alors, un petit ouvrage de Jean Gessler, texte diplomatique latin du Moyen-Âge. C'est un ouvrage où vous avez donc des textes en latin, donc des actes officiels. Alors, je citerai en tout dernier lieu l'ouvrage qui va me servir de fil conducteur, de fil rouge dans ma leçon. C'est un ouvrage paru en avril 2013, donc il y a 2 ans, il y a juste 2 ans, de Bruno Dumézil, Servir l'État barbare dans la Gaule franque, 4e, 9e siècle. Donc ça, c'est vraiment l'ouvrage de base par rapport à mon propos d'aujourd'hui. Donc ça, plus tard, quand vous aurez un peu de sous, et surtout du temps, parce que ça coûte quand même 30 €, hein, c'est pas évident d'acheter tous ces livres. Voilà, alors là, c'est l'ouvrage qui cerne le mieux mon propos, et dont je me suis évidemment largement inspiré, hein, parce que il ne faut pas croire que je synthétise tous ces livres. Chaque fois que je fais leçon, il y a toujours 1 ou 2 ouvrages qui servent quand même de fil directeur, hein, ça va de soi. Voilà, après cette partie fastidieuse sur le plan bibliographique, je vais maintenant aborder la leçon proprement dite. Alors, je propose que cette leçon comprenne 2 parties. Une première partie qui sera plutôt chronologique, dans laquelle j'évoquerai les 3 grandes phases de la fonction publique depuis l'Empire romain jusqu'au IXe siècle, en essayant de comprendre pourquoi, justement, cette continuité a été interrompue ou a failli être interrompue à certains moments, en particulier dans la fonction publique. Et puis, il y aura une approche plus structurelle ou plus thématique, où je réfléchirai plus particulièrement aux problèmes de la culture, des aspects sociaux, des aspects financiers liés à la fonction publique, avant d'aboutir donc à une conclusion générale.
Donc, première partie, les 3 phases de l'histoire de l'État et de la fonction publique depuis l'Antiquité, depuis la fin de l'Antiquité jusqu'au IXe siècle. Donc, vous voyez, ça couvre une période très très vaste, hein, très très longue. Première période, c'est donc celle, et il faut partir de là, parce que bon, le royaume franc, il ne s'est pas construit sur un tas de sable, donc il faut obligatoirement partir de la fin de l'Empire romain. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'État à la fin de l'Empire romain, donc avant ce qu'on appelle les grandes invasions barbares? Eh bien, c'est que c'est d'abord un État centralisé. C'est un État centralisé qui dispose d'une véritable administration, donc d'une véritable fonction publique, qui est basée sur la fiscalité, sur l'impôt. Et vous savez maintenant quels sont les ressorts de la fiscalité d'une manière générale, puisque j'ai fait un cours la semaine passée sur la fiscalité à Byzance. Alors, l'avantage d'avoir des impôts qui sont perçus par des fonctionnaires, c'est que, d'une part, ces fonctionnaires rapportent de l'argent directement, je dis bien directement, dans les caisses de l'État, et que d'autre part, ces fonctionnaires sont rétribués par l'État romain, en l'occurrence, qui les tient ainsi, puisque leur traitement vient directement de l'État. Donc, ils ne sont pas indépendants, ce sont des dépendants, ils dépendent de l'État. Donc, cela suppose une circulation des richesses. Alors, à la fin de l'Empire romain, cette administration se délite. Donc, elle implose. La bureaucratie disparaît. Et j'évoquais tout à l'heure la fin de l'Empire romain officiel en 476, l'Empire romain d'Occident, entendons-nous bien, bien quand le dernier empereur Romulus Augustule disparaît, je peux vous dire que personne ne l'a pratiquement remarqué, parce que déjà l'Empire romain était réduit à une peau de chagrin, à l'Italie, et que donc la plus grande partie des territoires de l'Empire romain d'Occident ne dépendent déjà plus de l'empereur. Et vous pensez bien que pour un kidam, un paysan, puisque la grande majorité des habitants de l'Empire étaient des paysans à cette époque-là, il ne s'est pas soucié de savoir s'il y avait ou il n'y avait plus d'empereur. Ça n'a pas affecté en quoi que ce soit sa vie quotidienne, puisqu'il y avait déjà des royaumes barbares qui s'étaient établis déjà depuis plusieurs décennies à ce moment-là. Donc le pouvoir était déjà entre ceux que l'on a l'habitude d'appeler des barbares et qui n'étaient pas toujours d'ailleurs. En tout cas, au sens étymologique, vous savez que barbare signifie étranger. Ça ne signifie rien d'autre qu'étranger, étymologiquement. Non, on a pu colorer ce terme de notion péjorative, c'est autre chose. Et effectivement, à la fin de l'Empire romain, il y a des intellectuels et d'autres qui paniquent, effectivement. Et il y a des raisons de paniquer, surtout quand Attila est venu avec les Huns. Les Huns, ça fait évidemment encore plus peur que d'autres. Il y en a d'autres qui ont fait peur aussi, vous savez, mais en particulier les Huns. À tel point que les Germains se sont alliés avec les Romains pour combattre contre les Huns qui ont été battus en 451 au champ catalonique, donc dans la Champagne actuelle. Voilà, donc l'administration, la bureaucratie se délite. À un moment donné, la transition s'est faite vers les royaumes barbares, et plus particulièrement vers le royaume franc, qui est l'objet de ma leçon d'aujourd'hui. Mais il ne faut pas imaginer que ces rois francs, je prendrai le cas de Clovis, mais de ses successeurs également,
sont indifférents à l'intérêt qu'il peut y avoir, justement, à disposer d'un État, d'une administration, d'une fonction publique. Car tout pouvoir souhaite pouvoir contrôler, bien entendu, sa population, en tirer des ressources financières via l'impôt. Donc, les Francs, lorsqu'ils arrivent et qu'ils occupent et conquièrent d'ailleurs un territoire vaste, qui va bientôt couvrir toute la Gaule, eh bien, ils vont profiter de ce qu'il existe comme tradition de cette fonction publique et de ce qui reste de cet État pour justement asseoir et légitimer leur pouvoir. Et on voit d'ailleurs des traces dans les écrits de cette époque-là et dans les titres que possèdent des agents de l'administration, on voit en fait qu'ils tiennent beaucoup, un petit peu comme des parvenus, je dirais, à ces titres glorieux qui existaient à l'époque romaine, en particulier dans l'administration. Donc, la fonction publique renaît à l'époque, à la fin du 5e siècle, disons plutôt au 6e siècle. Elle va tenir jusqu'au milieu du 7e siècle, sous une forme qui est bien entendu plus celle de l'Empire romain, parce qu'on n'a plus vraiment des fonctionnaires comme à l'époque de l'Empire romain, même si numériquement, on a calculé que le nombre de fonctionnaires n'a pas décru entre l'Empire romain et le 9e siècle. Simplement, les fonctionnaires se sont répartis autrement entre le pouvoir central et les pouvoirs locaux. Mais globalement, numériquement, le nombre de fonctionnaires est resté stable, si on peut parler de fonctionnaires au sens large, bien entendu, et pas au sens strict. Cette fonction publique, elle porte le nom de militia, M-I-L-I-T-I-A, la militia. Depuis l'époque romaine, donc. Il y a différents noms qui vont être utilisés pour l'administration, pour les fonctionnaires, par exemple le mot ministerium qui veut dire en fait serviteur et qui un jour va donner le nom de ministre. Dans administration, vous voyez la racine de ce mot, il y a toujours la notion de service public. Il va y avoir tout d'abord une différence au niveau de la rémunération. Sous l'Empire romain, les fonctionnaires étaient payés en numéraire, principalement, mais pas seulement, on le verra plus tard. Ce serait peut-être gentil de ne pas utiliser ta calculatrice. Merci beaucoup. Voilà. Ça, c'est la première chose. À l'époque franque, oui, il y a eu un souci avec mon intervention, peut-être. Donc, j'étais en train de vous dire que, principalement à l'époque de l'Empire romain, les fonctionnaires étaient payés en numéraire, mais pas seulement, numéraire, c'est-à-dire avec la monnaie. Parce que, comme on va le voir par la suite, dans le sous-chapitre où j'évoquerai les revenus, on va voir qu'il y a également d'autres ressources pour les fonctionnaires à l'époque romaine. Alors, à l'époque franque, ce n'est plus le numéraire qui va servir de rétribution aux fonctionnaires, c'est de moins en moins l'or et de plus en plus la terre. De plus en plus la terre. Au milieu du 7e siècle, ce système ne fonctionne plus suite à des problèmes dynastiques, principalement. Il y a une crise du pouvoir importante à partir de la deuxième moitié du 7e siècle, je me souviens.
C'est l'époque d'ailleurs où les rois mérovingiens ne sont pas les rois fainéants. Hein. C'est en fait une légende qui a été véhiculée par les historiens de l'époque, un historien en particulier de l'époque carolingienne qui appartenait à la famille de Charlemagne, qui était très proche de lui, enfin, ceux qui vont lui succéder en tout cas. Donc c'est une légende, c'est de l'idéologie. On dénigre la dynastie qui précède pour dire que soi-même on fait mieux. C'est le principe de tous les pouvoirs. Hein. Vous écoutez n'importe quel président de la République quand il arrive au pouvoir, il dit voilà, nous avons des difficultés à rétablir les finances publiques parce que nous les avons trouvées dans un sale état. Ils disent tous, hein, comme vous savez. Eh bien, c'est la même chose à cette époque-là. À partir de plus ou moins 640, 650, il y a une dynastie parallèle, je dirais, de premiers ministres qui se met en place. Ce sont les fameux maires du palais, qui sont donc pas rois, et qui sont donc les Pipinides ou les Pépinides. Ce sont en fait les ancêtres des Carolingiens. C'est la même famille, sauf que pendant un siècle, ils n'ont pas encore le titre de roi, mais assument de plus en plus la fonction de chef de l'État. Voilà. Donc les ancêtres de Charlemagne, les ancêtres de Pépin le Bref. Voilà. Donc il y a une crise de l'État à ce moment-là, une crise de la fonction publique. La fonction publique va renaître encore une fois vers 800, mais bon, il y a une tentative pour la faire renaître au 7e siècle, c'est vrai, mais c'est surtout, voilà, ça va marcher pendant un certain temps. Au 7e siècle, il y a une tentative de faire renaître, mais je vous ai dit que donc au milieu du 7e siècle, ça ne marche plus, et c'est donc vers 800 que donc, avec Charlemagne, vous savez qu'il est couronné empereur le jour de Noël, le 25 décembre 800, il est couronné ou il se couronne lui-même, vous savez que c'est un vieux débat. En tout cas, il met le pape dans une situation telle que, voilà, le pape n'a pas le choix, mais c'est un deal en fait entre le pape et le roi des Francs qui devient empereur des Romains à ce moment-là, parce que le pape a besoin d'être soutenu, protégé par rapport, voilà, en particulier aux Byzantins, qui occupent encore le sud de l'Italie à ce moment-là, il ne faut pas oublier. Alors, cette dernière tentative de restaurer l'État et donc une administration digne de ce nom va tant bien que mal exister, mais elle va tout à fait disparaître alors au IXe siècle. Voilà, donc j'ai tracé dans ces grandes lignes l'histoire de l'État et de la fonction publique. Alors, vraiment dans cette très très grande ligne. Vous avez compris qu'il y a eu plusieurs périodes. Il y a une première période qui est celle de l'État au sens presque classique du terme, même si ce n'est pas encore l'État moderne qui va se mettre en place à partir du XIIIe siècle, en gros, en Europe occidentale. L'État moderne, qui naît au Moyen-Âge, mais dans la deuxième partie du Moyen-Âge. Il y a donc, je le répète, cet État, ce véritable État sous l'Empire romain. Cet État va se transformer à l'époque franque. Il va y avoir plusieurs sursauts, plusieurs renaissances à l'époque mérovingienne, puis à l'époque carolingienne, avec chaque fois des morts, on peut le dire, pratiquement, de l'État et de la fonction publique, on peut le dire. Tu n'as pas l'air de voir clair. Puisque j'ai dit qu'en fait, il y a des hauts et des bas. Donc s'il y a des hauts, ça suppose que, si l'État renaît, ça suppose que précédemment, il était en déclin. Et c'est ce que j'ai évoqué jusqu'à présent. Bon. Des périodes de déclin et des périodes de renaissance, même s'il n'y a jamais eu de disparition complète. On est bien d'accord. Il n'y a jamais eu de disparition complète, mais il y a eu effectivement des déclins prononcés. Alors, maintenant, après avoir vu tout ceci, on va essayer, d'un point de vue thématique, c'est la deuxième partie de mon exposé, de voir
comment, ou plutôt quelles sont les différences qui peuvent exister entre ces différentes périodes, et surtout de répondre à la problématique qui sert de fil rouge à tout mon cours, c'est la problématique de la continuité ou non de l'État. La continuité ou non de l'État, la continuité ou non de l'administration et de la fonction publique. Tout d'abord, caractères généraux. La question est de savoir si on peut parler de continuité ou de discontinuité globale pour les 5 ou 6 siècles qui sont traités ici. Non, parce que tout dépend du plan sur lequel on se met. Tout d'abord, sur le plan, je dirais, politique, administratif, il est clair que la fonction publique disparaît avec l'Empire romain, dans son sens classique du terme. Je dis bien dans son sens classique du terme. Ensuite, sur le plan, je dirais, social, et je vais développer ce point tout à l'heure, dans quelques minutes. Sur le plan social, là, on peut dire qu'il y a continuité, globalement, parmi ceux qui occupent les fonctions, la profession de fonctionnaire, justement, de haut fonctionnaire, il y a continuité, en gros, jusqu'à la fin du 7e siècle. En gros. Alors, enfin, troisième critère, le critère juridique. La fonction de iudex, I-U-D-E-X, iudex, je veux dire juge. Eh bien, cette fonction de iudex, elle, connaît une continuité de l'Empire romain jusqu'au IXe siècle. Donc, je reprends pour que votre prise de notes soit claire. Il y a ou il n'y a pas continuité dans les 3 secteurs suivants. Sur le plan politique et administratif, au 5e siècle, disparition de l'État au sens classique du terme et de la fonction publique au sens classique du terme, avec donc des fonctionnaires rémunérés par l'État. Deuxième critère, qui est le critère social, on peut parler de continuité sur ce plan-là au niveau de la fonction publique jusqu'au 7e siècle, mais où il y a une véritable continuité, c'est dans la fonction de iudex, de juge, donc la fonction judiciaire, jusqu'au IXe siècle. Donc il y a 3 plans que je viens de considérer maintenant. Ça va? Plan politico-administratif, plan social et plan, enfin, judiciaire. Vous voyez que la temporalité pour ces 3 aspects, pour ces 3 caractères, n'est pas la même. Ces 3 temps ne sont pas superposables. Donc, suivant que l'on considère l'aspect politico-administratif, l'aspect social ou l'aspect judiciaire, on va dire qu'il y a ou qu'il n'y a pas continuité dans l'État, dans la fonction publique. C'est ce qui fait que longtemps, il y a eu, je dirais, des malentendus entre les historiens parce qu'ils ne se plaçaient pas toujours sur le même plan. Donc, tout dépend évidemment de la définition du critère que l'on utilise et puis voir si ce critère, voilà, on l'utilise de la même manière du début à la fin. Donc je vous ai parlé de 3 critères. Maintenant, je vous avais dit que sur le plan social, j'allais être un petit peu plus précis. On remarque qu'effectivement, grâce à ce qu'on appelle des prosopographies, P-R-O-S-O-P-O-G-R-A-P-H-I-E, prosopographie. C'est-à-dire lorsque l'on étudie dans la durée la carrière des fonctionnaires, et quand on étudie en particulier leurs origines sociales, eh bien, on peut remarquer, il y a des études qui ont été faites à ce sujet-là, en particulier par Karl Ferdinand Werner, dans
pas dans l'ouvrage que je vous ai montré, Les origines de la France, mais dans un ouvrage qui s'appelle La noblesse pendant le Haut Moyen-Âge, il a montré en fait que ce sont souvent les mêmes familles qui continuent à diriger la Gaule franque que celles qui avaient des postes importants dans la haute fonction publique déjà au bas empire romain. Et c'est seulement, je dirais, entre le milieu du VIe siècle et le milieu du VIIe siècle qu'il y a effectivement quelques modifications, il y a quelques renouvellements, je dirais, quant au personnel, quant aux familles qui vont diriger la Gaule, mais on remarque qu'en gros, il y a une continuité qui est assez remarquable. Donc, autrement dit, il y a toute une série de familles sénatoriales, d'anciennes familles sénatoriales de l'époque gallo-romaine, de l'époque de l'Empire romain tardif, qui continuent à l'époque franque à administrer, au nom des rois mérovingiens, le territoire de la Gaule. C'est assez intéressant de voir sur le plan social. Sur le plan culturel, maintenant, puisque je vous ai dit qu'on est dans la thématique, je vous ai dit qu'après avoir cité fait référence à une typologie que j'ai proposée, là, avec trois degrés, 3 critères, je vous ai parlé d'aspect social, maintenant je vous parle de l'aspect culturel. Quand je parle d'aspect culturel, je parle de la culture politique, je ne parle pas de la culture qui d'ailleurs est en très mauvaise position. À l'époque mérovingienne, il n'y a plus grand-chose, et jusqu'à Charlemagne, il n'y a pas beaucoup de choses non plus à l'époque carolingienne. Donc, ici, je vous parle de culture politique. Eh bien, on remarque que la culture politique de beaucoup d'aristocrates, de nobles qui exercent des fonctions publiques n'est pas très éloignée dans leur symbolique, pas très éloignée dans la symbolique, dans les titres honorifiques, même dans les références à l'État, même si ça peut paraître parfois assez artificiel, bien entendu, puisque la réalité n'est plus celle de l'Empire romain, eh bien, n'est pas très différente des références politiques, idéologiques que l'on trouvait à l'époque du Bas Empire. Autrement dit, il y a une continuité idéologique de ce point de vue-là, même s'il y a des différences, bien entendu. Ici, il ne faut pas maintenant marteler ce qui est commun, il y a bien entendu des différences. En fait, ce qui se passe, c'est que ces hauts fonctionnaires, à l'époque mérovingienne et même à l'époque carolingienne, peuvent, pour des raisons d'opportunité, d'opportunisme même, être proches de l'État, mais s'en éloigner lorsque leurs intérêts sont contraires à ceux de l'État. Ce qui n'était pas le cas, évidemment, à l'époque de l'Empire romain, parce que là, vous aviez des fonctionnaires rétribués par l'État. Donc, vous voyez qu'il y a une sorte d'amour distancé et opportuniste de la part de cette noblesse qui peut occuper à un certain moment des postes dans la haute fonction de l'État, et qui s'en éloignent quand leurs intérêts divergent avec l'État. Reste maintenant la dernière thématique, le dernier thème que je voudrais évoquer avec vous, c'est celui des revenus. Ça va ? Donc on a vu les critères généraux, on a vu les aspects sociaux, on vient de voir les aspects culturels liés donc à la culture politique, à l'idéologie. Maintenant, je passe aux aspects liés aux revenus, aux aspects financiers. Ce problème avait déjà été évoqué juste après mon introduction, si vous vous en souvenez. Les fonctionnaires dans l'Empire romain, je vous avais dit, étaient rémunérés d'abord en
numéraire. Avec de l'or, hein. La monnaie. Ils étaient rémunérés également en nature grâce au ravitaillement dont ils bénéficiaient gratuitement. Parce qu'en latin, on utilise le mot anonae, A-de-N-O-N-A-E, anonae. Anona, ça veut dire le blé en latin. Donc anonae, puisque c'est un féminin pluriel, ça veut dire les blés. Autrement dit, ils étaient nourris, et je dirais même blanchis. Hein, quand on dit être nourri et blanchi, ça veut dire qu'on dispose non seulement, on est nourri, mais qu'on a aussi, je dirais, l'endroit où vous pouvez séjourner. Hein. Eh bien, effectivement, les fonctionnaires qui étaient mobiles, parce que l'empereur pouvait déplacer un fonctionnaire dans l'espace sans difficulté, ils n'étaient pas amovibles, comme peuvent l'être par exemple dans leur carrière les juges à l'heure actuelle, hein, qui eux sont indépendants. Hein, mais un procureur, un substitut du procureur, le ministre de la Justice peut décider, il est dans telle circonscription judiciaire, à l'heure actuelle, je dis bien, et puis on le déplace ailleurs. Tandis qu'un juge, lui, pour garder son indépendance, il reste au même endroit. Mais donc les fonctionnaires, ils étaient mobiles, l'empereur les envoyait, l'administration impériale les envoyait là où le besoin s'en faisait sentir, mais alors, comme ils étaient déplacés, ils avaient droit à ce qu'on appelle les donativa, D-O-N-A-T-I-V-A. C'est quoi les donativa? Déjà, dans donativa, vous avez l'idée de don. Alors, les donativa, en fait, c'est le mobilier précieux dont ils avaient la disposition lorsqu'ils arrivaient à la tête d'une province, d'un diocèse, d'une circonscription, ou qu'elle soit administrative ou judiciaire. Voilà. Donc, les revenus d'un fonctionnaire étaient de trois types, je le rappelle. D'une part, sous la forme d'espèces monétaires. Alors, oui, je ne vous ai pas dit le terme latin, j'aurais dû le dire d'ailleurs, pour les espèces monétaires. On appelle ça le stipendium. S-T-I-P-E-N-D-I-U-M. Stipendium. Vous connaissez l'expression encore, on dit stipendier quelqu'un, ça veut dire lui donner des ressources, ou une bourse par exemple, on est stipendier. Donc il y a le stipendium, il y a les anonae, féminin pluriel, et puis il y a les donativa. Ce n'est pas un féminin donativa, c'est un neutre pluriel, puisque c'est donativum au singulier. Donc vous avez retenu le stipendium, donc l'argent, enfin pas l'argent, c'est plutôt de l'or, hein, pour les hauts fonctionnaires je parle. Il y a ensuite les anonae, c'est le ravitaillement en nature, c'est-à-dire la nourriture, et puis les donativa qui sont ces meubles précieux. Ça veut dire que quand ils arrivent quelque part, ils rentrent dans ce qu'on appellerait maintenant un appartement de fonction. Ce qui n'existe pratiquement pas en Belgique, mais qui est systématique en France. En France, vous savez, il y a des hauts fonctionnaires et tout qui habitent à des endroits, je pense tout simplement, le président du Sénat en France, le président de la Chambre, ils ont une habitation voilà, c'est comme le Premier ministre. Voilà, il y a l'Élysée, il y a l'hôtel Matignon, il y a l'hôtel de Lacé, etc. Ce sont toutes des habitations de fonction. Ça n'existe pas en Belgique, normalement en tout cas. Pas pour en tout cas les hauts fonctionnaires, les hauts personnages d'État, ils habitent chez eux, à leur domicile. Voilà. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que à ce type de rémunération va succéder les terres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus de quoi rémunérer de cette manière-là les fonctionnaires. Autrement dit, les fonctionnaires sont rémunérés en terres. Et on voit poindre déjà de loin la féodalité, les bénéfices. Et par conséquent, si vous avez des terres qui ne vous appartiennent pas, normalement, dans un premier temps, elles appartiennent toujours à l'État, au fisc, au fiscus, dont j'ai pu vous parler la semaine passée quand on avait Byzance,
eh bien, ces terres produisent des revenus. Elles produisent des revenus, c'est-à-dire que, bon, ces terres sont cultivées, elles produisent des récoltes, des vendanges, par exemple. Et c'est le produit de ces récoltes qui devient la rémunération, donc, de ces fonctionnaires. Mais vous voyez très vite où le bât blesse, c'est qu'à un moment donné, il y aura confusion entre ce patrimoine temporaire ou viager dont disposent les fonctionnaires et d'autre part leur fonction. Ça va devenir flou. Et bientôt, on va passer à l'hérédité de la fonction et donc à l'hérédité des terres d'où l'on tire des revenus. Donc on est dans une situation où l'État se délite, surtout l'État n'a plus les mêmes moyens de pression, l'État ne peut plus tenir les fonctionnaires entre ses mains, puisqu'ils ont la possibilité de vivre et de survivre indépendamment de l'État, puisqu'ils n'ont plus de traitement, comme c'était le cas à l'époque de l'Empire romain, ou comme c'est le cas à notre époque. Moi je suis fonctionnaire, je n'ai pas comme rétribution, lorsque je vous enseigne, une terre qui me permet, avec des paysans qui travaillent dessus, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc tous les mois, j'ai un traitement, voilà, et si je ne remplis pas les fonctions comme je dois les mener, voilà, on peut le faire disparaître, sauter mon poste, même si je suis nommé. Ceci dit, les nominations ont une fonction également d'indépendance des fonctionnaires par rapport à un gouvernement qui est là pour une durée de 4 ans. C'est-à-dire que, heureusement, moi, comme professeur d'histoire, je ne dois pas changer mon discours tous les 4 ans en fonction, je dirais, des gens qui sont au pouvoir. Souvent que ce sont des libéraux ou des socialistes. Non, je suis indépendant. C'est ça la raison d'être de la nomination. C'est rien d'autre que ça, parce que les gens oublient parfois la raison d'être des nominations. C'est pour être indépendant de ce point de vue-là, et surtout pour un prof d'histoire ou philosophie, vous imaginez, la situation elle est encore plus comment dirais-je, délicate que pour un prof de maths ou de physique. Parce que bon, là, les risques sont quand même moins importants. Mais pour un prof d'histoire et de philosophie, vous imaginez si on n'était pas nommé. Ben voilà, vous savez ce qui se passe dans les pays autoritaires. Les profs d'histoire, les profs de philosophie, ce sont les professeurs les plus dangereux, bien entendu. Voilà, parce qu'ils peuvent être constitués des contre-pouvoirs, bien entendu. Donc heureusement, voilà, vu mon âge, mes cheveux blancs, heureusement je suis nommé. Vous voudrez peut-être attendre un petit peu, mais on attend beaucoup moins maintenant qu'à l'époque où j'étais jeune, où on attendait très très longtemps avant d'être nommé. Maintenant, il y a une procédure qui... et puis, je dirais, les jeunes sont dans un rapport de force, puisqu'il y a pénurie d'enseignants. Alors qu'à mon époque, il y avait excédent d'enseignants, donc on ne trouvait pas de poste. C'était juste la situation contraire de maintenant. Donc c'est un rapport... question démographique aussi, il ne faut pas oublier. Bon. Donc, je reviens à mon point de départ. J'étais en train de vous dire, vous avez bien compris donc le passage d'un système de rétribution par l'État à un système où l'État se désengage quelque part au niveau de la rétribution, mais par conséquent, c'est un moins pour l'État aussi, parce qu'il ne peut plus tenir ses fonctionnaires de la même manière. À partir du moment où les fonctionnaires, ces hauts fonctionnaires, ont une assise locale, une assise territoriale, mais à partir de ce moment-là, ils peuvent, comment dirais-je, créer un système de clientèle dans la province où ils se trouvent, et l'État n'est plus en situation de force. À un moment donné, vous allez avoir tous des petits États qui vont se créer, et ça va être à partir du, je dirais, au 10e, 11e siècle, ce qu'on appelle la naissance, au 10e siècle, oui, 11e siècle, les 2 siècles, la naissance de ce qu'on appelle la principauté territoriale. Ce sera l'objet d'un chapitre que nous allons aborder la semaine prochaine, quand nous allons étudier les institutions du comté de Namur, du comté de Flandre, excusez-moi, du comté de Flandre du 10e au 12e siècle. On va voir que la principauté territoriale, en fait, c'est un petit État. Le comte de Flandre, finalement, il a tous les attributs de la souveraineté, il peut battre monnaie, il a son armée et tout, comme s'il était roi, comme s'il était empereur. Vous voyez ce que je veux dire, voilà. Donc c'est un processus
qui s'est fait dans le courant du Moyen-Âge. Simplement, avant, on avait tendance à marquer une rupture trop nette entre le bas empire romain et les royaumes barbares qui vont suivre, qu'ils soient francs ou autres. Maintenant, on essaie de relativiser, et c'est ce que j'ai essayé de faire en évoquant donc la thèse qui est développée par Bruno Dumézil dans son livre paru il y a 2 ans. Voilà. Alors, maintenant, on en arrive à la conclusion, je dirais, liée à cet exposé, et puis une conclusion peut-être plus générale, qui nous fait déboucher sur une réflexion sur le présent. Alors, la conclusion, je dirais, par rapport à l'exposé que je vous ai fait, c'est tout d'abord qu'on voit une grande continuité sur le plan social. Ça, c'est quand même intéressant de voir que les élites, eh bien, quel que soit le régime, si je puis dire, elles tiennent. Elles parviennent à, même s'il y a bien entendu un renouvellement partiel, je dirais, de ces élites, elles tiennent et elles parviennent à survivre à plusieurs régimes différents. C'est intéressant cette réflexion, hein, parce que si vous voyez un petit peu ce qui s'est passé entre avant et après la Révolution française, eh bien vous allez voir toute une série de personnages qui tenaient en fait, je dirais, le pouvoir et qui sont restés après. Le cas le plus classique, je dirais, c'est évidemment, c'est presque une caricature, c'est le cas de Talleyrand. Hein, vous savez, il était à la fois, au moment de la Révolution française, un des députés voilà, aux États généraux, hein, lors de la réunion donc, au mois de mai-juin 1789. Il a été présent évidemment sous tous les régimes hein, qui se sont succédés pendant la période révolutionnaire. Il a été ministre des Affaires étrangères de Napoléon. Et puis après Waterloo, ben, il s'est retrouvé ministre des Affaires étrangères. Il a continué à d'abord de Louis XVIII, de Charles X peut-être pas, mais il est mort, je pense, en 1832, mais je crois qu'il a servi une dizaine ou une quinzaine de régimes. Évidemment, lui, c'est un cas, parce que c'était pas seulement... Mais c'est quelqu'un qui a commencé comme évêque, il était évêque d'Autun. Et puis, ben, il a retourné sa veste, il s'est défroqué, et voilà, et voilà, et vous avez toute une série de personnages comme ça, et donc quand on étudie souvent d'une manière purement... il n'y a pas approfondi l'histoire politique, on a l'impression qu'il y a des ruptures nettes comme ça. Mais il faut voir comment la société évolue, et la société évolue suivant une autre temporalité, et vous avez des gens qui se sont retrouvés au moment de la Restauration, surtout avec le milliard des émigrés au moment de la Restauration, où ils ont eu des indemnités pour ce qu'ils avaient perdu comment la Révolution française, qui sont restés en place, et il y a eu des alliances. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir les alliances, c'est-à-dire ceux qui avaient le pouvoir ou la richesse avant la Révolution, eh bien on les retrouve après, mais simplement, on dit aussi qu'ils ont redoré leur blason. Vous connaissez cette expression? Des aristocrates qui avaient tout perdu, et ils se marient, ou ils marient leur fille, avec qui? Bien avec des fils d'industriels, de gros bourgeois. Et c'est comme ça que vous avez des personnages qui ont des titres ronflants, on se demande d'où vient leur fortune alors que leur famille a tout perdu, mais simplement les familles bourgeoises, la bourgeoisie était très flattée hein, que leur fille puisse se marier avec un comte, un duc, un marquis, un baron, que sais-je. Et donc vous voyez qu'il y a une connivence entre les anciennes élites et les nouvelles élites, et bien c'est ce qui s'est passé en fait à l'époque, entre la fin de l'Empire romain et l'époque mérovingienne. Il y a eu collusion entre les anciennes et les nouvelles élites, et donc des familles gallo-romaines se sont mixées avec des familles franques, et c'est comme ça que vous avez des continuités sur le plan social. Maintenant, ça c'est sur le plan social. Je vous rappelle, dans cette conclusion, que pratiquement, on est bien d'accord qu'il n'y a pas une continuité, hein, une ligne droite comme ça qui va du bas empire jusqu'au IXe siècle. Hein, non, je vous ai dit qu'il y avait eu 3 phases, il y avait eu des hauts et des bas, l'État a failli disparaître, la fonction publique a failli disparaître à certains moments, et puis il y a eu, je dirais, on a renoué, mais chaque fois en perdant quand même
de la substance, puisque je vous ai dit que les fonctionnaires deviennent de plus en plus indépendants, au point que des principautés territoriales vont naître au Xe, XIe siècle. Le cas le plus célèbre, c'est le cas de la Flandre, hein, le cas de la Normandie, qui sont véritablement des principautés où le prince territorial a les mêmes pouvoirs que le roi. Voilà, vous allez avoir la même chose après, à partir de la fin du XIe siècle, au moment des croisades, où des principautés vont s'établir comme ça, la principauté de comté d'Édesse, la principauté d'Antioche, voilà, où les princes territoriaux, en fait, ce sont des rois locaux. Ils ont tous les pouvoirs de la souveraineté, monnaie, ils ont les pouvoirs de la justice, la haute justice, ils ont le pouvoir de lever des armées, etc., etc., etc. Alors maintenant, pour conclure, généralement, et plus seulement dans le cadre de mon propos, ça nous permet quand même de réfléchir un petit peu aussi à l'évolution d'État aujourd'hui, et peut-être plus particulièrement en Belgique. L'État belge, comme vous le savez, est en implosion. En 1830, lorsque la Belgique, à la suite d'une révolution, celle du mois de septembre, la fin du mois de septembre 1830 devient indépendante, un État unitaire et centralisé se met en place, qui est confirmé par, je dirais, la Constitution qui est votée au mois de février 1831 au Congrès national. C'est-à-dire le Parlement d'époque était un système unicaméral. Il n'y avait pas un Sénat, une chambre avec une seule chambre. Un système unicaméral. Donc c'est le Congrès national. Alors, cet État centralisé unitaire, dominé par la bourgeoisie francophone, va tenir tant bien que mal, je dirais, jusqu'en 1970, donc jusqu'il y a 45 ans. Jusqu'en 1970, jusqu'il y a 45 ans. C'est à ce moment-là que le Premier ministre d'époque, Gaston Eyskens, va déclarer dans un discours célèbre que l'État national, l'État unitaire n'existe plus et que dorénavant il faut tenir compte d'une nouvelle réalité, c'est l'existence de communautés différentes qui ont droit à avoir leur destin propre, et c'était la création donc des régions wallonnes, flamandes et bruxelloises, même si pour Bruxelles il faut attendre 1988 pour que Bruxelles devienne une région à part entière, mais aussi une région germanophone, comme vous le savez. La région germanophone a décidé, sur le plan économique, de s'allier, je dirais, avec la Wallonie, mais la région germanophone a toutefois sa propre communauté sur le plan linguistique et sur le plan culturel. Or, depuis 1970, donc depuis 45 ans, la Belgique n'a cessé d'imploser. Si vous regardez bien, le nombre de réformes de l'État qu'il y a eu, de plus en plus, ce qui est étonnant dans le cas de l'État belge, ça paraît long, mais en fait c'est parce que nous vivons, en tout cas moi j'ai vécu, ce divorce extrêmement long entre le nord et le sud du pays. Mais si vous regardez ça aux yeux de l'histoire, avec les yeux d'un historien et avec les yeux du spécialiste du haut Moyen-Âge qu'est Bruno de Mézil, là vous voyez que cette implosion s'est chaque fois faite sur un siècle et demi, 2 siècles, puisqu'il y a eu trois morts en fait, ou presque morts de l'État et de la fonction publique. Ici, on parle de 45 ans. Vous allez me dire, oui, mais depuis la fin du 19e siècle, il y a eu le mouvement flamand, il y a eu le mouvement wallon, etc. Je suis bien d'accord. Mais sur le plan constitutionnel, c'est depuis 45 ans. Vous avez vu le nombre de réformes de l'État qu'il y a eu. Officiellement, dans la Constitution, c'est depuis 1993 que la Belgique, c'est inscrit dans la Constitution, est un État fédéral. Il se fait que, depuis maintenant, c'est quoi, 1 an? Je ne sais plus très bien, oui, 1 an, un peu plus d'1 an, en tout cas c'est depuis le mois de mai 2014, depuis 1 an et quelques mois, pour la première fois, il y a un parti séparatiste qui se trouve au gouvernement, un parti séparatiste fort. Il y a eu dans le passé, effectivement, la Volksunie qui était dans le gouvernement, mais c'était un petit parti. Ici, le parti le plus important du gouvernement est un parti séparatiste, qui veut la fin de l'État belge, on est bien d'accord. Ils veulent un État flamand, mais c'est un autre État.
Bon, je dirais c'est un petit peu l'équivalent d'une principauté territoriale, celle qui naît au Xe et XIe siècle. Donc vous voyez l'intérêt d'étudier le phénomène qu'on a étudié ici dans le haut Moyen-Âge, entre le IVe et le IXe siècle. Ça doit nous permettre de relativiser peut-être ce qui se passe en Belgique et peut-être de comprendre que l'histoire des entités territoriales et l'histoire des États connaissent comme ça des phases de centralisation et des phases de régionalisation. Ce qui se passe en Belgique, ça se passe en Espagne avec la Catalogne, ça se passe au Royaume-Uni avec l'Écosse, ça se passe en Italie avec la Ligue du Nord, hein, c'est-à-dire la région de Milan, etc., Turin qui veulent aussi se séparer, et il y a encore d'autres exemples en Europe. Donc, il faut relativiser tout ça parce que l'histoire est faite effectivement de renaissance, de mort, et c'est lié à un certain nombre de processus où évidemment l'économie a un rôle essentiel. On a tendance à se replier sur soi-même, à vouloir reprendre son destin en main, et quand les choses vont mal en général. Vous voyez la montée du nationalisme à l'heure actuelle en Europe, le rejet des étrangers, même le racisme qui se développe, qui est très inquiétant. Voilà, donc il faut replacer le propos d'aujourd'hui dans un cadre beaucoup plus général. J'ai dit